траду, что пока иду в Париж на авиационный. Это факт. Спасибо за внимание. Bonjour à tous, bon après-midi, nous sommes vendredi et c'est le jour numéro 5 du Salon du Centenaire, le Salon du Bourget 2009. Il veut absolument pas que je l'appelle Nigel Mansell, pourtant il conduit bien aussi. Donc Nigel Stevens, who's in charge of the English language commentary. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this, a very special Paris Air Show, the centenary edition. It's 100 years since the first Paris Air Show was held in the Grand Palais in the center of Paris. The star of that particular air show was a French gentleman whose name is very well known on both sides of the channel, Louis Blériot. Louis Blériot had just succeeded in crossing the English Channel, the first crossing of the English Channel in an aeroplane, a Blériot 11, and it caused one of the press... Qui décolle paisiblement, ça pourrait être à partir de n'importe quel petit terrain d'aviation, comme nous en avons partout en France. Il s'agit de l'APM-40 Simba. C'est un quadriplace de formation et de voyage que nous devons à monsieur Philippe Mognaud. Philippe Mognaud, c'est un grand habitué du Salon du Bourget, dont Bernard vous dira quelques mots tout à l'heure. En ce qui me concerne, je voudrais vous dire que cet avion est révolutionnaire dans sa conception et dans sa construction. Philippe avait en 2005 fabriqué un petit avion qui s'appelait le Lionceau. Forcément, on va rester dans la famille des Lions. 2 ans plus tard, en 2007, avec l'APM-30 qui s'appellera Lion, lui aussi construit tout composite et surtout premier avion certifié VLA par le ASA, c'est-à-dire que maintenant on peut très bien trouver ce petit avion en vente dans le commerce et voler dans des aéroclubs à son bord. C'est le premier avion certifié tout carbone. Et cette année, nous voici avec un avion encore plus lourd, ce quadriplace de formation et de voyage, propulsé par un moteur Teledyne Continental de 125 chevaux. The APM-40 Simba is powered by a single Teledyne Continental engine of 125 horsepower. The empty weight is 1,100 pounds. Maximum takeoff weight 2,200 pounds, with a maximum range of 680 nautical miles. This aircraft is a full four-seater and is a result of a totally modern manufacturing, fully composite materials for both the fuselage and the wings. Aussi qu'il faut araser et bien combler si on veut que le décollage et l'atterrissage soient relativement doux. Ces petits avions sont les avions à tout le monde, sont les avions de l'aviation populaire d'autrefois, des années 30. Et c'est un concept qui continue de par le monde dans les grands pays d'aviation comme les États-Unis. Il y a des aérodromes partout et dans un grand pays d'aviation comme la France, il y a un terrain d'aviation à peu près tous les 30 km. Il faut bien assurer la relève des machines merveilleuses qui nous ont à tous appris à voler, Cessna 150, toute la gamme des Robins pour les pilotes français. Mais bien évidemment, il faut aller avec le temps, faire des machines nouvelles, plus légères, plus solides, moins consommatrices. Et c'est le travail for composite materials. Philip presented the two-seater Lion Cub in 2005, and this was the world's first certified carbon fiber aircraft. He returned in 2007 with already constructing a 6,000 square foot factory, which will come into production in Issoire in September of this year.
constructing a 6,000 square foot factory which will come into production in Issoire in September of this year. Privé de l'usage de ses jambes. Donc Guillaume a estimé, après évidemment des années difficiles et des moments pas agréables du tout, que vivre sans voler n'était pas acceptable. Et avec quelques autres, comme Dorine Bourneton, il a milité au sein d'une association qui s'appelle Mission Bleu Ciel. Il a milité pour que les pilotes handicapés, évidemment dans les respects des normes standards d'habileté et de capacité au pilotage, que les pilotes handicapés puissent avoir les mêmes prérogatives que les pilotes valides, on va dire. Et il y est arrivé, ils y sont arrivés. Mission Bleu Ciel a mené à bien un certain nombre de négociations et de missions, et en particulier, ils ont travaillé sur la création de systèmes techniques permettant de pallier l'absence de jambes par de nouvelles commandes, des commandes différentes, comme par exemple les malonniers. Bien sûr, cet avion répond aux mêmes critères de sécurité que tous les appareils d'aéroclub qu'on va qualifier d'ordinaires, bien sûr. Il s'agit là d'un Robin 2160, comme il y en a dans de nombreux aéroclubs. Seule la différence se situe au niveau des commandes, puisqu'on ne pouvant utiliser le palonnier, eh bien, Guillaume, lui, utilise le manche à balai traditionnel, auquel s'est joint la fonction du palonnier traditionnel aussi, et le tout étant devenu le malonnier. Donc, the Robin 2160, not a new aircraft, but what's special about this aircraft is the equipment fitted inside. It's fitted with a malonnier. The objective of this equipment is to allow a physically handicapped pilot to safely fly an aircraft, Guillaume, with all the qualifications necessary, as though they were completely physically valid. Trailer dans un organisme financier de haute volée, et évidemment dans la vie de tous les jours, Guillaume se déplace à bord d'une chaise roulante, mais mettez-le dans un avion et vous savez l'autre Guillaume, celui que personnellement j'ai connu petit garçon, on était à l'école quasiment ensemble, et évidemment ça impose d'avoir une certaine volonté d'aboutir, que lorsqu'on est handicapé, de voler. Un hobby, un passe-temps, mais véritablement un art de vivre. Alors cette mission Bleu Ciel, elle a une expérience professionnelle et des compétences telles qu'elle a à son palmarès la première patrouille aérienne de pilotes paraplégiques. C'est une patrouille qui a évolué en 2000. Engines each of 1,800 shaft horsepower. Alors c'est un biplace en tandem spécialisé dans le combat, de jour comme de nuit. Il est donc parfaitement adapté pour les missions de reconnaissance armée, d'escorte. Il peut même effectuer des missions de combat air-air, de combat air-sol. Germany, Australia and Spain. Et voici donc, arrivant de la droite, aux mains de Fabrice Bonne, qui est pilote d'essai chez Eurocopter, assisté de Laurent Palsy, qui est ingénieur d'essai en vol chez Eurocopter, tous les deux basés à Marignane, où se situe le centre névralgique, le quartier général de cette société, le premier producteur d'hélicoptères au monde. Voici donc la présentation du Tigre, une présentation qui fait appel à ce qu'on intitule par ailleurs de la voltige aérienne. Les hélicos ne sont pas vraiment faits pour la voltige. Mais le Tigre, avec sa tête de rotor, avec son rotor rigide, peut effectivement passer des missions. Vous aurez, qui est extrêmement dynamique, et bien vous aurez deux figures qui sont absolument somptueuses, et si vous avez amené votre vidéo, c'est celle-là qu'il faudra filmer. Aerobatics are not something we normally associate with a helicopter, but the rigid rotor of the Tiger makes aerobatics quite simple. Fabrice Bonne, the pilot, and Laurent Palsy during their flight demonstration will show us two maneuvers that have become the signature of the Tiger here at the Paris Air Show. Vous
Vous remarquerez au passage de cet hélicoptère le canon Giat 30 de calibre 30 mm monté en tourelle sous le nez de l'hélicoptère et de chaque côté sur des pontons 4 missiles RR Mistral. La vitesse maximale du Tigre est de l'ordre de 310 km/h environ. Sa vitesse de croisière opérationnelle est un petit peu plus faible, de l'ordre de 275 à l'heure quand même. Ces hélicoptères sont faits pour être utilisés au ras du sol, pour se cacher derrière la moindre haie, les buissons et les arbres. Et quand on regarde voler un tigre et quand on s'attarde un peu sur son esthétique, on se dit que le concept hollywoodien de supercoptère est devenu totalement réalité. La première des deux manœuvres inscrites au catalogue des manœuvres extraordinaires est en cours de préparation. Il s'agit d'une culbute sur la queue. Camera is ready for the first maneuver, a backward somersault. Stabilisé, on va mettre la machine à 180 degrés, on la met face au vent et on va partir en arrière, on va la laisser descendre sur la queue et sortir de là, de cette fâcheuse situation, par une boucle, terminant une boucle, démarrer tout en descente. Effectuer des figures telles que celles réalisées ici devant vous par Fabrice Beaune sur le Tigre. The Tiger is fitted with a single Giat 30 gun and it can be mounted with 68 or 70mm rocket parts, 4 air-to-air Mistral missiles or 8 anti-tank Trigat missiles. Some 4 assembly lines are in production now at Marignan in France, Donauwörth in Germany, Brisbane in Australia and Albacete in Spain. Deuxième figure en pont pépère, c'est au contraire un avion assez sportif, on peut dire sportif et dynamique. Et pour renforcer ce côté sportif, eh bien, LH Aviation a doté ce petit avion de flaperons, c'est-à-dire un mélange d'ailerons et des volets qui court sur toute l'envergure et qui améliore donc son comportement en roulis et participe à augmenter la portance aux basses vitesses. Si vous avez de bons yeux, ou alors si vous êtes près d'un des grands écrans, vous verrez que l'ellipse a donc un train d'atterrissage un peu bizarre. Seulement la roulette avant se rétracte dans le fuselage, le train principal. 19 ou 20 machines de ce genre ont été commandées par cette association basée en Corse, qui va donc promouvoir le pilotage féminin à travers tout le littoral de la Méditerranée, de Gibraltar à Gibraltar, en faisant le tour complet. Alors ceci n'est pas tout à fait pour demain, bien sûr, puisque la production de LH10 n'a pas encore commencé et que ce petit avion est actuellement en cours de certification aux essais en vol. The Ellipse is a low-wing, mid-mounted single-engine pusher configuration with tandem seating arrangements and is constructed in dans un grand salon aéronautique international, la présentation en vol, en public, de ce qu'on appelle en français les drones, en américain les Unmanned Aerial Vehicles, UAV, la ligne des chalets, et on comprend que pour les missions de surveillance, des machines comme celle-ci, qui ont une autonomie de 6 heures environ, puissent être, tiens, je vois un Airbus avec une décoration remontant à autrefois, ça nous rappelle les couleurs d'Air France des années 50.
c'est l'Airbus 320 qui est stationné sur le à semi-identité Air France et KLM, à mi-identité Air France KLM. Et puis on voit maintenant sur les grands écrans le public considérable qui couvre. Lui n'est pas de première jeunesse, il s'agit celle du Boeing 707, un avion qui a équipé bon nombre de compagnies aériennes, mais qui a aussi reçu une vocation militaire. D'ailleurs, sa silhouette vous rappellera certainement quelque chose pour vous qui avez voyagé il y a quelque temps sur la ligne d'Air France dans ces magnifiques machines qu'étaient les 707-320 de notre compagnie nationale. Regardez-le avec son champignon sur le dos, c'est un gros radar Westinghouse qui est donc chargé d'assurer la protection et la surveillance, une sorte de bulle comme ici au Bourget, ou encore utilisée pour les sommets de chefs d'État. Sans le radar, sans le radome posé sur le toit. C'est un avion qui effectivement date un peu au niveau de sa conception, mais c'est une cellule des plus robustes et en même temps des plus aérodynamiques et une cellule rapide. Les avions de la génération du 707 et du DC-8 volaient pratiquement aux mêmes vitesses que les avions de ligne d'aujourd'hui, mais évidemment dans des systèmes économiques. De ce type sont stationnés au sein de la 36e escadre de détection aéroportée sur la base d'Avord dans le Cher. Merci pour la remise de gaz, monsieur. Très bon. Les avions directement sont actionnés par anti-table, autrement dit, on remue directement grâce à des systèmes de câbles et de renvoi et de tringlerie. On braque dans le vent des petites surfaces qui à leur tour entraînent des grandes surfaces. Et au niveau du pilotage, si on passe rapidement d'un avion comme celui-là à un avion de la race, Darwin aurait été ravi de constater que ces théories s'appliquent à la perfection également aux machines volantes. La race s'améliore de génération vers le sol, un des avions qui aura enfreint les consignes de sécurité et pénétré cette bulle. Final high pass by the AWACS as it sets course to return to its base in Avord. Superjet 100 de Sukhoi et Alenia. Sukhoi, a very famous name in military aircraft, and here we have another first at the Paris Air Show. It's again Sukhoi, this time with their first entry into the civil airline market. Their Superjet 100, a medium-range airliner, which represents their entry and their cooperation with Alenia Aeronautica in Italy. The aircraft is powered. Des avions de combat, dont tout le monde se souvient ici. Eh bien, Sukhoi Civil Aircraft met maintenant le pied dans l'aviation commerciale. C'est une première et c'est certainement d'ailleurs le plus occidental des avions russes, puisque de nombreuses sociétés occidentales se sont jointes à Sukhoi pour les études et la production de ce biréacteur. L'avion a fait son premier vol en 2008, l'an dernier, à Komsomolsk-sur-l'Amour. Il était piloté par Alexander Yablonsev et qui est aujourd'hui encore aux commandes. Donc le chef de bord est Alexander Yablonsev, pilote d'essai chez Sukhoi. Il est assisté de Leonid Chikunov et Sergei Korostiev. C'est un avion dont finalement l'avenir est intéressant parce que on sait qu'il y a deux grandes théories en matière de transport aérien, celle du hub et celle du point à point. Le point à point consiste à dire, tiens, j'habite par exemple à Bordeaux et je veux aller à Kiev. Eh bien, est-ce que je dois nécessairement faire Bordeaux, Charles de Gaulle, Moscou, Kiev? C'est une formule, c'est la formule qui est actuellement et semble avoir la préférence des gestionnaires du transport aérien mondial. Mais d'autres constructeurs disent il y a peut-être manière d'économiser et d'éviter de créer des monstres que sont les gigantesques méga airports comme Charles de Gaulle par exemple.
déjà aujourd'hui il est grand, mais que sera-t-il dans 20 ans? Et donc le Sukhoi espère prendre une bonne part de ce marché d'environ 1000 exemplaires. L'avion que vous... 1, 0. We have ignition. La 380 d'Airbus est de plus en plus familier sur les principaux aéroports du monde, comme tout près de nous à Roissy-Charles de Gaulle, où la compagnie Singapore Airlines exploite depuis 2 semaines maintenant une ligne régulière qui l'amène tôt le matin et qui repart vers Singapour en début d'après-midi. The A380 is powered by 4 engines, Engine Alliance engines, or Rolls-Royce engines, each developing 68,000 pounds of thrust. The empty weight is 600,000 pounds. It can be loaded commercially up to 1,200,000 pounds, although on demonstration today it is well below that weight. It can carry 525 passengers in a 3-class configuration over 8,000 nautical miles. 15 of these machines have been already delivered out of 206 orders. It's in service with Qantas and with Emirates, and also with Singapore Airlines, who operate a daily service between Paris Charles de Gaulle and Singapore. Les dimensions de cette machine, eh bien, la voilure a une envergure de 80 mètres, la longueur de totale du fuselage est de 73 mètres. Quant à l'extrémité de la dérive, quand il s'agit
arrive. Sachez qu'il est à 24 mètres de haut, soit l'équivalent d'un mini-immeuble de 8 étages. The wingspan of this aircraft is 80 meters, the fuselage length 73 meters, the height of the tail fin 24 meters above the ground, and if you want an image of what that represents, it's an equivalent to an 8-story building. Despite this enormous size, the aircraft is designed to fit into the facilities of the large international airports, and it's already visited 60 of the international airports around the world. It's greener, cleaner and quieter, and sets new standards in both comfort and fuel consumption. Its fuel consumption of less than 3 litres per passenger per 100 kilometres represents a world premiere in aircraft of this segment. This low fuel consumption also reduces the CO2 emissions, which is one of Airbus's key principles in designing new aircraft. The maximum certified capacity of the aircraft, 837 passengers. A majestic, slow-speed flyby in the hands of Jacques Rosé and Guy Maillard. The A380 uses the same fly-by-wire control systems as the other members of the Airbus family, from the small 318 right through to this, the largest member of Airbus's fleet, the A380.
écartés pour construire le Rafale, puisque l'avion trop lourd ne pouvait satisfaire aux contraintes de notre marine nationale, l'avion n'étant pas navalisable. L'Eurofighter Typhoon nous est aujourd'hui présenté par le capitaine Alessandro Scapuri. Il totalise 2800. C'est la moitié d'un wagon de chemin de fer avec des ailes et des gouvernes. Et sur ces ailes et ces empennages, il y a des gouvernes extraordinairement puissants. Il y a aussi une aérodynamique qui, malgré l'apparence de l'avion, une apparence assez carrée et cubiste, en réalité c'est quand même un avion extrêmement fluide dans le ciel. Alors, par exemple, on va voir des choses qu'on voit très rarement faire, surtout avec des avions de transport. Par exemple, un passage sur la tranche avec énormément de pieds en haut, avec l'avion littéralement en dérapage et appuyé sur le courant d'air. Évidemment, la structure est soumise alors à des efforts importants, en particulier la dérive de l'avion. Voilà, ça va venir dans pas longtemps. On va maintenant partir normalement en virage à droite. Tant qu'à faire, on peut le faire vertical, presque. Et puis sur le passage suivant, on va être totalement sur la tranche avec les ailes à la verticale. Completely on its side, the enormous size and power of the rudder keeping the aircraft nose up. Two engines drag the aircraft through the air on its side. The aircraft has an empty weight of 40,000 pounds and a maximum takeoff weight of 70,000 pounds. It's designed to operate on unprepared airfields, including loading and unloading, thanks to variable height and attitude of the undercarriage. À pleine charge, c'est un avion d'à peu près 32 tonnes. C'est donc un avion moyen comparé par exemple au Hercules. Oh là, la pente sur une approche de type tactique, enfin une approche descente qui ressemble à une approche tactique sur un aérodrome.
C'est un avion qui peut voler à 575 km/h, c'est relativement rapide, et qui décroche à 170 km/h, c'est-à-dire à peu près à 90 nœuds, au-dessous de 100 nœuds. Ça en fait donc un avion avec des... Oh là, verticales, les ailes, pas au-delà. Ça en fait un avion qui peut être employé à partir d'aérodromes extrêmement courts, extrêmement mal pavés. Le train d'atterrissage est également fait pour taper et encaisser les chocs des pistes mal préparées. Il a près de 6000 km dans les réservoirs à sa vitesse d'environ 575 km/h, ça fait un peu plus de 10 heures de vol. Et grâce à l'avionique dont il est équipé, celle du C-130J, c'est un avion qui peut quand même parcourir de très longues distances, naviguer avec une grande précision, arriver sur des endroits, disons, mal pavés, peu équipés au sol en matière d'aide à la navigation. C'est un avion totalement autonome et c'est en matière d'avion cargo militaire un excellent complément du Hercules, du C-130J. D'ailleurs, les clients des Spartan qui sont commandés à 121 exemplaires actuellement sont les plus gros clients seront l'US Army et l'US Air Force. L'Italie en a commandé, la Lituanie, la Grèce, la Bulgarie, le Maroc, la Roumanie. The M346 is the world's only new generation dedicated trained pilots up from basic flying to be able to transfer onto the latest 5th generation fighters such as the Eurofighter, the F-35 or the Rafale. Alors avec le Macchi 346 ici au décollage, eh bien le pilote va pouvoir aussi bien voler sur des avions de 5e génération, tels que le Eurofighter, le Rafale, le Gripen. The fly-by-wire control system fitted to this aircraft allows the aircraft to remain controllable at angles of attack up to 40 degrees. Coming from BAE Systems Teleavio, this system can be configured to simulate the handling of different operational aircraft, allowing the level of difficulty to be increased throughout the training program. The aircraft can be configured to behave similarly to a Rafale, or its configuration could be changed to resemble that of a Typhoon or alternatively an F-35. Un chasseur de 5e génération, et bien tout simplement par le biais de l'électronique embarquée. L'avion est doté de commandes de vol électriques et d'un ordinateur pour montrer les caractéristiques de chasseurs beaucoup plus lourds et beaucoup plus puissants. L'avion se comportera donc comme le chasseur avec un même rapport qualité-poids qui fera croire, qui fera ressembler au pilote qu'il est aux commandes d'un avion beaucoup plus puissant que le Macchi 346. Il pèse à vide 4 tonnes 6 et sa masse maximum de décollage est tout simplement de 9 tonnes 5. The Macchi is powered by two Honeywell Avio F124 turbofans, each generating 6,300 pounds of thrust, has an empty weight of 10,000 pounds, a maximum takeoff weight of 21,000 pounds, and this power-to-weight ratio of almost 1-to-1 endows the aircraft with a performance approaching those of frontline fighters. It has a very respectable maximum operating speed of 590 knots, yet the stall speed is only 90 knots, which allows the young trainee pilots to get their hands on a performance aircraft while it remains within the grasp of a relatively simple operation. Maximum range 450 nautical miles. It's a tandem biplace two-seater aircraft, and it can be fitted with up to 6,600 pounds of various weapons. Alors l'histoire de cet avion est assez originale puisqu'au salon en 1997, Nigel et moi présentions le Yak 130 qui était développé en coopération avec la société Hermès. Et bien finalement, chacun a décidé de produire
son avion de son côté. Yak est en train de développer une version un petit peu orientée russe de cet avion, c'est-à-dire capable de simuler le pilotage de MiG-35 ou de Sukhoi 35, alors que notre Maki 346, celui qui évolue devant nous, lui, représentera l'entraînement de nouveaux chasseurs au boîtier, au calculateur de cet avion, les données qui représenteront le chasseur sur lesquels évolueront les pilotes. Parmi les clients fidèles d'Air Maki, les Émirats Arabes Unis, qui sur la base d'Al Ain entraînent leurs pilotes à bord d'Air Maki 326 et 339. Eh bien, les Émirats Arabes Unis ont été les premiers à se montrer intéressés par l'Air Maki 346, qu'ils ont commandé à raison de 20 exemplaires. Certains même iraient jusqu'à former une patrouille acrobatique au sein des Émirats, donc sur la base Shir Zayed d'Al Ain. The United Arab Emirates, a long-time customer of Air Maki, have shown considerable interest in the M346, and in addition to the first batch of machines intended for the Italian Air Force, the United Arab Emirates have selected the M346 in 2009, and they're looking for 20 aircraft for training purposes, 20 aircraft for combat duties, and an additional quantity to form an aerobatic display team for the Air Force.
avions à le faire, et depuis des années, on pourrait presque dire une décennie ici. The famous square loop of the F-18. Reconnaissable à ses entrées d'air de section rectangulaire, le F-18 dans sa version F se présente à l'atterrissage. La Royal Australian Air Force a choisi cette version du Super Hornet pour remplacer ses F-111. Le premier d'entre eux d'ailleurs a commencé à entrer en production. Le 2,100 turboprops of 11,000 pounds of thrust, horsepower, excuse me, and they're powering Dow T composite propellers. The avionics have been completely changed. Wayne Roberts, the very calm pilot of this aircraft, when he makes this flight demonstration, pushes to the maximum the capacity of this enormous aircraft, upgraded to the latest avionics, the C-130J Hercules. Un avion qui fait 76 tonnes à pleine charge, c'est-à-dire déjà un assez gros avion avec une charge marchande de plus de 20 tonnes, mais donc un avion qui a été construit à plus de 2200 exemplaires depuis plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, des Hercules, il y en a absolument partout. Il y en a dans 50 pays du monde. Il y en a dans 50 pays du monde, il y en a aux quatre coins du monde. Vous allez n'importe où et vous voyez des Hercules qui volent un peu dans toutes les armées, mais aussi chez des opérateurs civils et chez les Nations Unies. Il y a aujourd'hui sur cette version, la version C130J30, il y a 257 machines commandées, ce qui veut dire qu'en fait la race n'est pas près de s'éteindre. C'est un avion qui a été un peu allongé au fil des ans, mais ça fait rien, ça reste quand même. Il y a la signature, c'était l'époque où on dessinait encore les avions. Aujourd'hui, ma foi, les ordinateurs arrivent à des solutions aérodynamiques qui sont fantastiques et très efficaces. Mais à l'époque, je sais pas pourquoi, il y avait un coup de crayon. Le museau du Hercule est quelque chose d'assez incroyable. Et la manière dont Wayne Roberts le pilote aux quatre coins enfin pas quatre, il doit y avoir 16 coins à peu près au volume des présentations en vol du Salon du Bourget, car ici nous sommes coincés pour ce qui est des évolutions aériennes entre les localités environnantes qu'il faut éviter de survoler à trop basse altitude, où il faut éviter de faire trop de bruit, et puis là-bas, devant en direction de Roissy-Charles de Gaulle, eh bien, pour les contrôleurs des vols et visualisés par les traces radars. Eh bien, Wayne Roberts réussit à garder cet Hercule à l'intérieur de ce volume torturé. C'est pas un mince exploit. En matière de pilotage, ce que vous voyez là, c'est un grand moment. 257 C-130Js have been ordered and already 172 have been delivered. The United Arab Emirates Air Force has announced an order for 12 C-130J transports earlier this year. The aircraft is fitted as well as new engines. It's got an advanced two-pilot flight station, fully integrated digital avionics, color multifunction liquid crystal displays, head-up displays, and Wayne Roberts is exploiting these to the maximum in maintaining this enormous aircraft within the very limited display volume here at Le Bourget, volume limited by the proximity to built-up areas and also to the north of us, the airport of Charles de Gaulle, and throughout the show the arrival and departures from Charles de Gaulle continue. The result is a very restricted volume for the display pilots to operate in, and Wayne Roberts, no lightweight aircraft, the empty weight 87,000 pounds,
maximum takeoff weight 167,000 pounds. It can cruise at operate easily at 270 knots with a maximum range of 3,700 nautical miles. Les statistiques vitales du Hercule, sa vitesse maximale est de 600 km/h, 602 exactement, sa vitesse de croisière de l'ordre de 500, il décroche à 148 km/h, à 80 nœuds, c'est-à-dire rien du tout, c'est à peine plus que certains avions de tourisme, on va dire de grand tourisme, et il peut parcourir pas loin de 7000 km. Allez, Q par-dessus tech, une approche tactique. C'était un avion très en avance sur son temps, c'était le premier chasseur à être doté de commande de vol électrique. On se souvient d'ailleurs que le premier vol était un vol immaculé, puisque Philippe Switzer n'en avait pas du tout envie, il a effectué un premier vol dû à une erreur dans le paramétrage des commandes de vol. C'était en 1974 sur la base d'Edwards en Californie.
Air Force à l'horizon 2025 pour être remplacé par un autre chasseur de Lockheed Martin que vous pouvez voir sur l'exposition statique. Il s'appelle le F-35 Lightning II. Et l'un des deux pilotes de présentation du F-16 est aussi pilote d'essai sur ce F-35. Il s'agit de William Bill Gigliotti. The F-16 is scheduled to remain in service with the US Air Force until 2025. It will be gradually replaced from display. The Lightning II test program, one of the test pilots on it is Bill Gigliotti, who is the other display pilot of the F-16 here at Paris Air Show. And today it was Troy Pennington who displayed the F-16. Le salon du centenaire 1909-2009 est un petit peu différent de celui des autres, bien sûr. Une des machines de collection côtoie les avions les plus modernes. Et bien nous allons commencer à feuilleter le registre de l'aviation en faisant une marche arrière qui nous ramènera à l'horizon 1971. Pour ceux d'entre vous qui étaient au salon, eh bien un petit avion aux formes originales volait avec des turbines dont le son mélodieux n'échappait pas aux oreilles des visiteurs et la présentation était des plus dynamiques. Eh bien nous allons revivre cette présentation grâce à Alain Bess et au North American. The show is a rather special air show where the organisers, Chivas, have decided to mix with the latest in production aircraft from around the world, some historic models that mark Deux Garrett T-76 de 716 chevaux chacune. Cet appareil a été construit de toutes pièces pour opérer au Vietnam. La guerre du Vietnam a débuté, les Américains y sont allés avec leurs armes les plus sophistiquées, des avions qui volaient tous à Mach 2 et finalement ils se sont retrouvés face à un ennemi impossible à découvrir puisque c'est pas à Mach 2 et à 40 000 pieds qu'on voit grand chose. Alors dans l'urgence, un programme qui s'appelait le programme Coin a été lancé et deux constructeurs, Convair et Rockwell, s'y sont attaqués. Convair a produit le YOV-9A qui a pris le nom de Charger et North American Rockwell l'OV-10A qui s'est appelé Bronco du nom d'un cheval. Ce n'était pas le premier cheval de North American puisqu'il y en avait un autre avant lui qui s'appelait le Mustang. Cet avion donc a été conçu pour la lutte anti-guérilla et vous découvrez ici les raisons pour lesquelles on a utilisé ce type de machine. C'est tout simplement pour la maniabilité. The Bronco is powered by two Garrett turboprop engines, each of 715 horsepower, and it was designed to meet a specification urgently issued by the US Air Force, Marines and the Navy under the counter-insurgency program to meet the developing threats in Vietnam, such as forward air control, where it replaced the Cessna 02A. First displayed in Paris at the 1971 Paris Air Show. It surprised the audiences with its high agility and short takeoff landing and the melodious sound of its turbines. Alors ce biturbine qui fait le bonheur des organisateurs de meetings en France comme à l'étranger, eh bien vous pouvez le voir en France sur un musée du sud de la France qui est à Montélimar. Il s'agit du musée européen de l'aviation de chasse qui possède une cinquantaine de machines et là vous avez devant vous le côté dynamique de ce musée. En l'occurrence un OV-10B qui est le seul en Europe à voler. Il porte les couleurs allemandes. Vous l'avez dit, de l'armée de terre allemande qui utilisait cet avion en tant que remorqueur de cible. This particular aircraft is carrying German markings because it actually originally belonged to the German army who used it as a target tow. These aircraft served in Germany from 1970 until the early 1990s.
Et nous allons voir pour finir l'atterrissage de cette OV10B après une vente arrière et une finale à forte pente. Le Branco en courte finale. Atterrissage sous forte pente. Regardez le train d'atterrissage qui pend littéralement sous l'avion. Stories, there were 4 of them: Gaston Fouga, Pierre Mauboussin, Robert Costello and Joseph Sidlowski. Mauboussin belonged to the jewelry family, but he designed jewels of aircraft rather than jewelry for Place Vendôme. And the engine came from the design of Joseph Sidlowski, who developed the Turbomeca company, now part of Safran. And the Fouga Magister was designed in the early 1950s in a response to a requirement for the French Air Force for an advanced training aircraft. A very elegant aircraft, by today's standards, underpowered, fitted with 2 Turbomeca engines each of 1,000 horsepower. But as you will see in this display by Hugues Duval and Jacques Crean, an elegant aircraft in the hands of excellent pilots produces an excellent and agreeable display. Le Fouga a une caractéristique majeure comparée aux avions d'aujourd'hui, il manque de poussée. Il a 2 petits turboréacteurs Turbomeca qui font même pas 500 kg de poussée chacun. Alors même si les manettes de gaz à l'intérieur du cockpit sont énormes et vous donnent l'impression à vous, pauvres pilotes, que vous êtes aux commandes d'un monstre surpuissant, la réalité est tout autre. En réalité, c'est une flûte du ciel, voire certains pensent que c'est plutôt une clarinette. Alors on a appelé George Gershwin à l'aide. Les avions dans le ciel en général avec un but, un objectif, une mission. On les amène faire du commerce ou faire la guerre. Et puis parfois on peut les amener dans le ciel pour faire simplement quelque chose de beau, pour dérouler une trajectoire comme un musicien déroule une mélodie. Pour ça, il faut aussi des instruments adaptés. Il y a des pianos extraordinaires et puis il y a les pianos tout venant. Le Fouga est un avion extraordinaire avec des commandes de vol absolument sublimes. Et finalement, son handicap d'être peu motorisé peut devenir un énorme avantage parce qu'il oblige des aviateurs artistes à se tirer du bout des doigts des trajectoires qui sont d'une pureté qui confine et qui est finalement de l'art tridimensionnel. C'est un peu comme une mélodie, c'est fugace, la figure une fois terminée reste dans le souvenir, mais elle n'est plus là, c'est comme une mélodie. Les 2 musiciens qui sont aux commandes de l'avion cet après-midi c'est un drôle de couple. Il y a le jeune qui apprend, qui petit à petit devient véritablement un pilier, un grand aviateur, mais il est encore jeune. C'est un peu le Luke Skywalker de service ici cet après-midi. Il s'appelle Hugues Duval. Dans la vie de tous les jours, il est pilote de ligne, il pilote des Boeing 777 à Air France. Et il est le fils d'Yves Duval que tous les aficionados de l'aviation de ce pays ont bien connu et respecté. Et l'autre, qui est aujourd'hui assis derrière, il est aussi connu de tous les aficionados de l'aviation en France, c'est Yoda. C'est le chevalier, enfin pas le chevalier, le maître Jedi, le maître des maîtres Jedi. Yoda, c'est Jacques Crean et sa moustache qui rentre à peine dans le cockpit du Fouga. Jacques, dans une vie précédente, était pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il y a fait un peu tout, y compris solo sur les Fougas de la patrouille de France, justement. Et puis après, il est devenu pilote de ligne. Et puis maintenant, il est devenu un pilier incontournable, le maître, celui qui a la référence et celui qui est en train de transférer une grande partie de son savoir vers le Luke Skywalker de service, Hugues Duval. Voilà un avion magnifique, 2 pilotes extraordinaires avec Gershwin par-dessus et un ciel comme ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? The 2 pilots in the
Centrifuga Magister are the extremes of the size and the age scale. The younger pilot is an Air France pilot in professional life, Hugues Duval, the son of a very respected and well-known pilot in French aviation circles. And he's in the front cockpit, and with him is another very well-known figure in French aviation circles, Jacques Creen. Hugues Duval, tall and thin. Jacques Creen, as we would say, is knee-high to a grasshopper. Jacques been around for many years now. He was a French Air Force pilot, and while in the French Air Force he actually flew with the Patrouille de France as a solo on the Magister, and he's now in the process of transferring his skill and knowledge from the experience he has in the past to the young Hugues Duval. The French here are comparing these two as Luke Skywalker and the Maître Yoda. And if you're looking for Jacques Creen, he's very easy to recognize. He's the only man from the French Air Force whose the wingspan of his mustache is greater than his height. Comme les vieux bateaux, il faut savoir les conserver pour une raison simple. Si vous ne savez pas d'où vous venez, comment voulez-vous comprendre où vous allez? C'est même une des bases de la navigation. Il faut bien un point d'origine. Point d'origine, je vous le rappelle, 1909, le salon de la locomotive. De la construction aéronautique française, mais les frères de Plante, eux, décident de réagir autrement en cachant les plans du bimoteur. On sait que Marcel Bloch partira dans les camps de concentration, dont il reviendra en empruntant le nom de résistance utilisé par son frère et deviendra donc Marcel Dassault. En rentrant en 1947, il s'empresse de retravailler les plans qu'il avait cachés avant-guerre, et Paul de Plante va donc étudier le MB 303. Ce premier bimoteur va décoller pour la première fois en 1947. Reconstruction qu'il a générée puisque la guerre avait tout anéanti. Il n'y avait plus de production, il n'y avait plus de programme, il n'y avait plus guerre d'armée de l'air et tout était à reconstruire. Et Marcel Dassault va donc avoir l'idée avec ce bimoteur de relancer toute la mécanique. Donc les usines de Talence ont été bombardées, et bien on va s'installer à Mérignac. Et à Mérignac, on ouvre un hangar dans lequel il y a une chaîne de montage, celle du Dassault 312. Très vite, en parallèle, on construit le premier chasseur à réaction de l'histoire de l'armée de l'air. Il s'agit de l'Ouragan. Et ce sont ces deux programmes aéronautiques qui finalement vont relancer toute l'aviation militaire après-guerre. Alors 320 Flamands vont sortir des chaînes d'assemblage de Mérignac et se répartir en trois versions. Celle qui évolue devant vous, un nez vitré, elle est donc chargée de la formation des navigateurs et bombardiers pour le compte de l'armée de l'air. La version la plus répandue, elle, et la dernière à avoir volé au sein de l'armée de l'air, est le Dassault 312. C'est un avion à double commande qui, lui, va servir à la formation des équipages de transport. Quant au dernier des trois, construit à 135 ou 140 exemplaires, il s'agit du MD 315, un avion de police, comme on disait à l'époque, armé de chaque côté de deux mitrailleuses Browning. Jiaxuan Y5. Mais enfin, celui-là, il est connu sous le nom d'Antonov An-2, avec un surnom, Anouchka. C'est un monomoteur de travail aérien, donc d'origine soviétique. C'est un avion qui a fait son premier vol peu après la fin de la dernière guerre mondiale en 1947. C'est un gros, vaste biplan monomoteur à train fixe avec des dispositifs hypersustentateurs très raffinés, avec une grande cabine dans laquelle on peut monter à 12. C'est une cabine un peu dans le genre 3 chevaux en long, 40 soldats couchés. C'est vraiment un avion qui est fait pour la rusticité, qui est fait pour travailler dans des conditions absolument innommables pour les autres avions. L'avion est piloté par un chirurgien fanatique et passionné de la vieille aviation qui habite du côté de Biarritz. Il a bon goût. Il s'appelle Phil Clark. Et avec lui, il y a Jean-Yves Planchon.
Phil est tombé amoureux, il est moitié français, moitié américain, Phil est tombé amoureux de ce monument extraordinaire. L'Antonov croise au maximum en fouettant l'avion, on arrive à le faire monter à 200 à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il décroche à 50 à l'heure. Et ce qui veut dire que dès qu'il y a une petite brise, il se pose quasiment sur place. Pourquoi voulez-vous inventer l'hélicoptère quand vous avez un Antonov 2 sous la main? Slow single-engine biplane, the characteristic sound of a 9-cylinder radial engine, the Schwedstolf engine, developing 1,000 horsepower, using all of its effort to drag this very ungainly shaped aircraft through the air. It can operate normally at around 102 knots. If you push it really hard, it can go up to 140 knots, not a rapid machine. On the other hand, it has a very low stall speed, merely 27 knots, so even in a light wind, the aircraft has a very short landing approach and landing run. Designed just after the last war, the design first flew in 1947 and was intended to be a multi-purpose transport aircraft used all over the Soviet Union and China. The aircraft designed from Antonov for the AN-2, one of their early designs. Antonov now in what we call the Ukraine. This particular aircraft gained the nickname Anushka, or Little Annie, and the aircraft has been used around the world. This particular aircraft belongs to a surgeon who lives near Biarritz, Phil Clark. He's assisted today by China under the name Shi Jianshuang Y5. L'Antonov 2 est un avion qui a écrit une véritable légende à travers toute l'URSS et jusqu'au Pacifique. Il a été utilisé dans la neige, la glace, le sable, le désert, par toutes les températures. Cet avion a, à un certain moment, été utilisé par... Cet avion a été utilisé par l'Aéroflotte et on dit qu'à un certain moment il y avait plus de 6000 Antonov 2 en service. Un hélicoptère qui apparaît devant vous dans le nord des installations. Alors il s'agit visiblement d'un DR400, c'est un petit appareil de tourisme, ces gens n'en avaient rien à faire dans les parages. Eh bien l'hélicoptère est venu accoster ce DR400 et a présenté à son pilote toute une série de panneaux l'invitant à le suivre d'abord, et s'il ne voulait pas le suivre, eh bien le sermonner pour qu'il y aille, et au besoin, comme ces gens-là font partie des tireurs d'élite et qu'ils sont armés d'un fusil calibre 7,62, eh bien on n'a qu'une chose à faire, c'est opiner. From your right, a demonstration of the interception of an aircraft, which is unauthorized penetration of the security zone. Here, imagine the security zone which exists around Le Bourget for the Paris Air Show. Here we see a demonstration by the French Air Force of a light aircraft which has penetrated the zone. The helicopter is approaching the aircraft and displaying panels instructing the aircraft how to exit the zone, and of Fabrice Camliti, the Captain Fabrice Camliti, who is not only the commander of the EVA, he's also a fighter pilot and was the display pilot of the Mirage 2000. Renaud Icaille has been flying aerobatics since a very early age. He joined the French Air Force. He's Dans le ciel donc Renaud Icaille, lieutenant de son état, mais aussi et surtout depuis quelques jours meilleur pilote de voltige du monde, en attendant que quelqu'un d'autre le détrône ou bien qu'il conserve le titre. C'est la loi du sport. Toujours est-il que le programme que Renaud nous présente maintenant à bord de son Extra 330 aux couleurs de l'EVA, de l'équipe de voltige aérienne de Salon de Provence, est
c'est son programme libre, le programme libre intégral qu'il a effectué dimanche dernier à Turin, enfin la semaine dernière à Turin, et qui lui a valu donc de remporter le titre de ces Jeux mondiaux de l'air. Si l'on analyse un petit peu la manière dont Renault a construit et dont il effectue cette partition, on constate une chose. Les avions de voltige modernes comme cet Extra 330 sont capables de trajectoires extrêmement cassées, violentes. C'est quelque chose qui peut devenir assez rapidement très sauvage. Et ce que Renault Ecal a amené, et c'est vraiment sa signature, c'est qu'il a réintroduit dans quelque chose, dans une discipline qui tendait à devenir parfois non pas incompréhensible, mais entièrement basée sur la violence, la force, la rapidité, l'instantanéité. Il a réintroduit les notions de grâce et d'élégance. Et si vous voulez faire une comparaison entre Renault Ecal et un grand musicien, tout à l'heure je disais que la voltige était aussi une sorte de musique tridimensionnelle. Eh bien, si vous êtes un peu mélomane et si vous aimez le piano, vous connaissez certainement Glenn Gould, qui a su prendre tout ce qu'il y a de plus beau et en décomposant, en jouant lentement, en allant chercher la substance profonde de chaque œuvre, leur a donné de nouvelles dimensions. C'est exactement ce que fait Renault avec ce piano de concert extraordinaire qu'est l'Extra 330, en volant sur des trajectoires qu'il décompose, qu'il ramène à leur essence en volant lentement et en privilégiant la maîtrise sur l'instantanéité. In flying is similar to the discipline of dressage to a horse community. Dressage, a very difficult discipline requiring the attention both of the rider and the horse. With aerobatics, it's the same thing. The aircraft are very specially designed to perform these maneuvers, and with modern technologies of composite materials and the power and lightweight of these modern aircraft, the sport was tending towards very violent and drastic maneuvers, and here Renault has now succeeded in bringing back to the discipline at a high level a graceful approach to the sky.
puisqu'il découle de la célèbre famille des Pumas. From your right, the EC Caracal. Alors nous sommes en 1967. À l'époque, une société nationale s'appelle Sud Aviation et développe avec les Anglais de Westland un hélicoptère qui prendra très vite le nom de SA-330 Puma. Ce Puma va connaître un succès considérable et on va le trouver notamment dans deux de nos trois armes, que ce soit l'armée de terre qui en a utilisé plus de 300 et l'armée de l'air qui les utilise toujours pour des missions de liaison. Ces Pumas rentreront en service dans de nombreux pays, ils seront largement exportés. Et puis on va lancer, ça s'appelle le ADS, Division Hélicoptère, et le Puma n'a cessé de grandir et de grandir en puissance. Actuellement, ce sont deux turbines Turbometa Makila qui équipent notre Caracal, des turbines à régulation numérique, alors que le Puma, lui, c'était une version beaucoup plus simple, équipée de moteurs Turbo 3D. Et le Caracal, c'est devenu maintenant une véritable machine de guerre. Au départ, la cellule, c'est une cellule de Super Puma. On l'appelle le Cougar dans nos armées. Et puis on va rajouter partout des capteurs, des senseurs. On va déjouer le missile qui sera tiré, un missile infrarouge, par des leurres. Et bref, cet hélicoptère est autoprotégé et on va s'en servir dans toutes les missions périlleuses. C'est ainsi que l'armée de l'air l'utilise quotidiennement sur des théâtres d'opérations extérieures comme en Afghanistan et par des unités d'ordre spécial, parce que cet hélicoptère peut rentrer très loin dans les lignes ennemies, se faufiler, et son autoprotection lui permet donc, équipés, peuvent fournir aux équipages la possibilité de s'infiltrer et d'aller rechercher les équipages. Et puis, tout à fait dernièrement, c'est la marine qui s'est intéressée au Caracal. On sait cet hélicoptère qui est déjà en service dans l'armée de terre comme dans l'armée de l'air. Eh bien, il n'y avait qu'une arme qui ne l'avait pas, c'était la marine. Et la marine utilisait un vieil hélicoptère. Oh là là, c'était le Super Frelon. C'est d'ailleurs l'hélicoptère le plus lourd que nous n'ayons jamais eu. Eh bien, le Super Frelon rend son tablier. Il a décidé de quitter la flottille 32F et d'être remplacé par des NH90. Seulement voilà, entre la mise en service du NH90 et le retrait du Super Frelon, il y a un petit trou à combler de quelques mois, lequel trou sera comblé par un Caracal qui a déjà effectué ses premières missions de sauvetage. Voici ce qu'on appelle une grappe. Alors, bien sûr, il y en a qui, par exemple, a infiltré dans des lignes tout un commando d'hommes en armes qui sera déposé. On lâche pas tout d'un coup, hein, je vous rassure. Le poser se fait tout en douceur et les hommes ne se tiennent pas, ne sont pas cramponnés non plus à une corde, mais c'est simplement un harnais qui les retient et tout ça en toute sécurité. Le Caracal va rejoindre là-bas au nord des installations l'héliport sur laquelle il est basé et déposer donc les commandos qui pendent sous les lingues de cet hélicoptère. Et pour achever cet après-midi de présentation en vol, ce vendredi après-midi de présentation en vol, je vais vous demander de lever les yeux et de regarder là-haut vers la base des nuages qui nous surplombent. Donc les hommes pratiquent depuis un siècle. Cette affaire nous va au cœur et nous va à l'âme, et que si on devient pilote, c'est pas seulement parce que ça peut être utile, parce que c'est une manière de vivre, mais c'est parce que c'est un art de vivre. Tout là-haut dans le ciel, donc un grand artiste se prépare. Overhead, preparing for a display HF radio, and this display of glider aerobatics is choreographed exactly to
Daniel Serre, un petit planeur monoplace de voltige de 15 mètres d'envergure, un Swift, un beau ciel de traîne.